Mesdames, Messieurs, bonjour. Sébastien Saint-Pierre avec vous en direct de l'Institut Jean Garon, une émission L'Agriculture de demain. Aujourd'hui, mon acolyte, M. Simon Bégin, M. Guy Debailleul et nos invités aujourd'hui, Mme Renée Frappier et Mme Anne-Marie Roy, pour nous parler du salon de l'Expo Manger Santé Vivre Vert 2023. Simon, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Bonjour Mme Frappier. Bonjour Mme Roy. Merci d'être avec nous. Ben oui, écoutez, on pose une question. Dans le fond, on profite de la tenue en fin de semaine dernière à Québec de l'Expo Manger Santé Vivre Vert qui va être reprise les 17, 18, 19 mars prochains à Montréal pour poser la question suivante. On le sait tous qu'une saine alimentation, c'est bon pour la santé, mais au Québec, est-ce qu'on en fait assez pour promouvoir dans les faits cette saine alimentation? Alors écoutez, je vais commencer d'abord avec vous, Mme Frappier, pour vous présenter. Vous êtes la créatrice, l'initiatrice, la directrice générale depuis, vous allez me dire combien d'années, de cette exposition Manger Santé Vivre Vert. Moi, je dois dire que j'ai été vraiment impressionné en fin de semaine à Québec de voir la diversité des exposants, toute la créativité qu'il y a aussi autour de ces nouveaux produits qui émergent de partout, souvent du Québec même, pour faire de la promotion de la santé. Et aussi le volet conférence de votre exposition qui est très fort. Il y a, je ne sais pas quel nombre impressionnant de conférences. L'aspect éducatif de cette exposition. Alors, on commencerait l'entrevue avec vous. D'abord, pour nous dire, pouvez-vous nous expliquer un peu l'histoire et la philosophie d'Expo Manger Santé? Alors, l'histoire, c'est simple, c'est l'éducation. Alors, comme je dis souvent, Expo Manger Santé Vivre Vert a des racines qui plongent dans l'éducation parce que j'ai commencé à enseigner l'alimentation naturelle, l'alimentation issue du règne végétal et biologique en 1981 à l'éducation des adultes, n'est-ce pas, dans différentes commissions scolaires. Et ça, c'est en 1981. Et moi, j'étais aussi une des fondatrices de la coop, une coopérative en alimentation naturelle qui s'appelle La Manne à Victoriaville. J'étais dans la région des Bois-Francs à l'époque. Et c'est une coopérative qui existe toujours après tant d'années et qui est... donc, dans cette coopérative-là, j'étais en charge de l'éducation ayant une formation de professeur. Alors, de fil en aiguille, la coopérative était en lien avec une autre coopérative à Montréal qui était grossiste. Alors, avec toute cette dimension-là, j'ai commencé à organiser des rencontres provinciales de différentes personnes de toutes les régions du Québec qui se mettaient au diapason pour apprendre à faire du tempeh, de la germination, des pousses, de la lactofermentation, des desserts crus, l'alimentation crue, tout ça. On faisait tout ça dans les années 1900. On a commencé en 1983. Donc, ça fait très longtemps. Alors, en organisant des rencontres provinciales, en organisant des conférences, des symposiums, des colloques, mais à un moment donné, ben, ce fut une grande exposition grand public. Alors, depuis 1997, donc, l'Expo Manger Santé et Vivre Vert existe. Et comme c'était basé sur l'éducation, on a tout le temps favorisé les conférences et les démonstrations culinaires. Non seulement les exposants qui viennent nous présenter leur innovation, leurs nouveaux produits, les richesses de ce qu'ils mettent de l'avant, parce que à l'Expo Manger Santé, vous arrivez là et vous parlez avec la personne, avec le propriétaire de l'entreprise, avec les gens qui ont qui ont innové. Fait que c'est super intéressant. Vous avez réponse à vos questions. Et pour les exposants, c'est très important aussi d'avoir l'opinion des visiteurs et des citoyens et des consommateurs. Madame Frappier, depuis toutes ces années que vous avez organisé cette exposition, vous avez sans doute pu voir une évolution à la fois de l'attitude des gens face à la bonne alimentation et aussi à l'éventail des produits. Comment vous avez vécu cette évolution? Il est indéniable qu'il y a une évolution en 40 ans. S'il n'y avait rien, là, ce serait dramatique. Mais l'évolution que nous vivons, c'est-à-dire que ça rejoint des gens de tous âges, ça rejoint des gens de tous les milieux. L'évolution est là, mais elle est trop lente, dans le sens que si en 40 ans, il y avait eu une volonté politique,
si les budgets, les subventions avaient été mis au bon endroit, c'est certain qu'on on serait pas dans le marasme comme ça avec le système de santé, là. C'est comme si on produit sur 40 ans une foule de maladies. Alors, au lieu de ça, puis là, je vous le disais tantôt, c'est quoi? La véritable prévention passe juste par l'éducation et la volonté politique, des lois. Et même quand on regardait ça en fin de semaine, il y avait plusieurs conférences là-dessus. Au Québec, nous avons non seulement l'instance politique, mais il y a aussi tous les ordres. Après ça, l'ordre des agronomes, l'ordre des nutritionnistes, l'ordre des pharmaciens, etc. Mais tous ces gens-là, si la conviction était là, c'est certain qu'on serait rendu là, tellement mieux outillés pour faire face au changement climatique, pour faire face au stress de la vie qui est de plus en plus exigeante. Alors, je me dis, non, c'est certain qu'on n'en fait pas assez. Votre question initiale était vraiment à point. C'est certain quelqu'un qui me dise qu'on en fait assez. Non, on n'en fait pas assez. Puis 40 ans d'évolution, imaginez ce que ça peut être 40 ans d'évolution. Mais c'est pas ça. Mais on continue, on a de l'espoir, on continue. L'expo est un levier, là. Les gens viennent là, sont influencés, etc. Puis, nous, on continue. Marie et moi aussi, on est beaucoup axés là-dessus. Essayer qu'un jour, il y ait de l'éducation alimentaire dans les écoles, c'est-à-dire des cours de cuisine avec les bons aliments, avec les bonnes recettes, de montrer aux gens l'impact sur notre santé et sur l'environnement de si je fais tel choix alimentaire plutôt qu'un autre. Et comme je soulignais tantôt, les jeunes, c'est notre espoir. C'est là, c'est quand on est jeune qu'on acquiert des habitudes alimentaires qui vont durer toute la vie. Et souvent, les jeunes pourraient même indiquer à leurs parents que tel aliment, non. Il pourrait y avoir une émulation entre les générations qui serait formidable. Alors, il nous faut de l'éducation à l'école. Il en faut. Des cours de cuisine très agréables, festifs, que les jeunes vont aimer, mais avec des notions solides de nutrition. Alors oui, Guy... Oui, bonjour Madame Frappier, justement, donc vous dites on n'en fait pas assez, et pourtant on voit les efforts que vous développez depuis 40 ans, on voit aussi ce que nous dit la science d'un côté, ce que nous recommande le guide alimentaire de l'autre côté, et selon vous, effectivement, les politiques publiques, qu'elles concernent la santé, l'éducation, qu'elles concernent l'agriculture, sont loin d'être au rendez-vous. Qu'est-ce qui, d'après vous, bloque cette évolution? Qu'est-ce qui bloque ce rapprochement entre les recommandations des spécialistes, des scientifiques, et puis les acteurs politiques? Mais moi, je ne suis pas une spécialiste là, de ça. Je ne peux pas vous avancer. Mais en tant que citoyenne, en tant que citoyenne et en tant que personne qui lit les nouvelles, etc., je sais bien que qu'est-ce qui bloque, ce sont les grandes compagnies multinationales qui ont un pouvoir incroyable sur les institutions, sur la politique. C'est ça qui bloque. C'est l'argent. En tout cas, puis je ne suis pas une spécialiste, là. Je veux pas... mais en tant que citoyenne, je vous dis, je suis capable de détecter qu'il y a un problème, que ce soit au niveau de l'environnement. Regardez dans les villes ce qui se passe en Abitibi et tout ça. On n'est pas capable de mettre des lois contre les rejets toxiques dans l'environnement. Au niveau de l'agriculture, on est à peine des balbutiements pour interdire tel ou tel pesticide et de ne pas mettre de l'avant l'argent nécessaire pour qu'il y ait de l'éducation, pour que le bio soit mis de l'avant, pour la régénération des sols en agriculture. Tu sais, c'est comme tout est relié. Si je veux manger un aliment sain,
je dois regarder avant de quelle façon je traite mes sols, moi, de quelle façon on produit les semences, etc. Tout est relié, vous le savez très bien, vous êtes très informé en agroalimentaire. Il n'y a pas... Alors, donc, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi une résistance du côté... on comprend très bien que du côté des grandes entreprises, il y ait des intérêts à défendre, mais vous parliez d'éducation. Est-ce que ça ne concerne pas aussi les agriculteurs pour une certaine part, dans la mesure où il y a des agriculteurs qui ont fait la conversion vers le biologique, il y en a d'autres qui estiment que c'est un peu trop compliqué et qu'on ne les aide pas assez. Mais voilà, mais aussi, quand on parle de ça, là, quand on parle d'éducation, c'est que moi, mettons, je m'en vais faire mon cours d'agronome. Pensez-vous que je vais apprendre vraiment toutes les forces du biologique, que je vais apprendre toute la façon de régénérer mon sol? Non, c'est pas là. Il faut, quand je parle d'éducation à l'école pour les jeunes, mais à l'éducation aussi pour ceux qui vont devenir agronomes et ceux qui vont devenir nutritionnistes, là aussi, ces programmes-là doivent être revus. Parce que là, les agronomes qui sont maintenant très convaincus de la force de la régénération des sols, du biologique, il n'y en a pas... ils ont fait leur propre recherche et tout ça, ils ne l'ont pas appris à l'université. Alors, les programmes universitaires aussi doivent être révisés. Oui. Écoutez, Madame Roy... En même temps, vous parliez de la grande industrie. On voit que depuis quelques années, l'intérêt d'un certain nombre de consommateurs pour les aliments végétariens, a suscité la production d'aliments qui veulent ressembler de plus en plus à des produits animaux. Et on voit se développer une industrie de produits proche de la viande, proche des produits carnés. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude aussi de ce côté-là? C'est pas proche de la viande, c'est la terminologie qui est proche. C'est pour montrer aux gens, si c'est marqué, mettons, 7 ans haché, c'est pour montrer que tu peux t'en servir comme tu te sers de la viande hachée. Et si c'est marqué fromage, mais c'est pour montrer que ça, mais tu peux le tartiner, tu peux l'utiliser ailleurs dans ta cuisine. C'est pour donner une indication, c'est pour rentrer dans la cuisine des gens. C'est pour dire, mais ça, utilise-le, c'est une source végétale, mais tu l'utilises comme si tu utiliserais tel ou tel produit animal. C'est pour... Mais est-ce que ça risque pas à terme de proposer des aliments ultra transformés, même de nature végétale, mais... Oui, bien sûr, mais il faut faire attention. C'est pour ça que, en même temps que tout ça, parce que c'est une industrie, hein, l'alimentation. C'est pour ça que nous, souvent, Marie et moi, on conseille aux gens d'acheter des aliments premiers, c'est-à-dire des aliments, des légumineuses, des céréales, des noix, des graines, des légumes, des fruits, pas nécessairement toutes transformées. Mais à l'occasion, on peut manger une saucisse végétale, juste pour varier notre alimentation, mais il ne faut pas que ça soit la base de notre alimentation. Écoutez, Madame Frappier, on va devoir déjà se diriger vers la pause. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire. Vous savez qu'il y avait un absent à votre salon, le MAPAC. Le MAPAC n'était pas là. Il semble qu'il aurait pu... il est là. Il y avait... Ah bon, il était discret parce que je ne l'ai pas remarqué. Mais je voudrais vous donner un exemple du chemin qui reste à parcourir. Mon ami Maxime Laplante me disait ça tout à l'heure. Le programme de rétribution agro-environnementale du gouvernement du Québec, du MAPAC, vient d'être ouvert aux producteurs, pas plus tard qu'hier. C'est tellement un grand budget qu'après quelques heures, il ne restait plus de fonds à distribuer. Et c'est un programme qui n'est pas ouvert aux producteurs bio. Alors, juste vous donner un exemple d'une espèce d'incohérence, d'une volonté qui n'est pas là, de vraiment donner un coup de barre. C'est plus qu'une incohérence, c'est une injustice. Et puis, c'est super dommageable pour la population du Québec. Écoutez, on doit s'arrêter pour une pause. Madame Frappier, je sais que vous devez nous quitter. Je vous remercie 1000 fois. Félicitations pour votre salon. Et on ne peut qu'inviter les gens qui se préoccupent de leur santé à aller faire un tour au salon le 17, 18, 19 mars à Montréal. Et on va revenir après la pause avec Madame Roy, qui était une des conférencières au salon et qui va nous parler de saine alimentation et de son impact sur la santé mentale. À tout de suite.
Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Alors, nous sommes de retour à l'émission L'agriculture de demain. Aujourd'hui, dans la foulée du salon Manger Santé qui avait lieu récemment à Québec et qui va être repris bientôt à Montréal les 17, 18, 19 mars, on se pose la question, tout le monde sait que l'alimentation a un impact sur notre santé, mais est-ce que comme société, on fait assez pour que ça se traduise dans des faits, dans la réalité, qu'une bonne alimentation pourrait contribuer, entre autres, à régler la crise qu'on vit dans notre système de santé. Nous avons commencé l'émission avec Mme Renée Frappier, qui est la fondatrice, la directrice générale du Salon, qui a une 40aine d'années d'expérience derrière elle. Et nous continuons le deuxième volet de notre entrevue avec Mme Anne-Marie Roy, nutritionniste. Une des caractéristiques qui m'a frappé lorsque j'ai visité le Salon, c'est le nombre et la qualité des conférences qui sont présentées à l'occasion. Il y a vraiment un volet éducatif très important. Et la conférence de Mme Roy m'a frappé parce qu'elle abordait un sujet un peu inconnu. Quand on pense, Mme Roy, à l'importance de l'alimentation pour la santé, on va penser aux maladies cardiaques, on va penser à l'organique. Là, vous faites un lien entre saine alimentation et santé mentale. Alors, je voudrais que vous nous en parliez. Quel est l'état de la connaissance? Est-ce que c'est vraiment avéré maintenant, cet effet-là de l'alimentation sur la santé mentale? Oui, très bien. Merci de m'avoir invité pour commencer. La santé mentale, ça fait partie de la santé en général. Hein. Donc, on ne peut pas être en bonne santé physique si on n'a pas une bonne santé mentale aussi. Là. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler cette année, surtout avec ce qu'on a vécu avec la COVID, qui a été grandement difficile à surmonter au niveau santé mentale. En général, à chaque année de l'expo, je faisais toujours une conférence sur un thème particulier. Et là, cette année, j'avais choisi la santé mentale parce que dernièrement, j'ai donné un cours à mes clients. Parce que moi, souvent, je fais des cours ou des ateliers pour répondre aux besoins des gens. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, Anne-Marie, on a besoin de savoir c'est quoi le parallèle entre l'alimentation et la santé mentale. Parce que la personne avait une dépression, puis elle a dit, qu'est-ce que je mange pour essayer de m'aider, là? Alors, j'ai commencé à creuser le sujet du lien entre l'alimentation et la santé mentale. Moi, je passe ma vie à que faire de la recherche. Je n'avais pas encore beaucoup exploré le lien entre l'alimentation et la santé mentale, et là, je me suis mis. Et j'ai comme découvert un coffre au trésor. Il y avait une multitude d'études scientifiques que je n'avais même pas vues encore. Et vous voyez, on parlait tantôt que la population manque d'informations, mais même nous, comme professionnels de la santé, on a accès à une multitude d'informations et on pourrait aller encore plus en profondeur. Donc, moi, j'explore toutes sortes d'éléments et là, ça a donné que j'ai fait la revue de littérature un peu de la santé mentale et c'est pour ça que j'ai voulu transmettre ça aux gens de l'expo. C'est sûr que ma conférence initiale était au moins de 2 heures. Là, je l'ai rapetissée en une demi-heure, là, donc ça a été très court.
Mais c'était juste pour montrer aux gens, regardez, lorsque vous mangez davantage de végétaux, vous aidez votre santé mentale. Mais comme je vous disais tantôt, lorsqu'on mange plus de végétaux, on aide aussi notre santé cardiovasculaire, on aide à réduire nos risques de cancer, on risque moins d'avoir du diabète, moins de maladies chroniques. Mais ça, comme René disait tantôt, tout est interrelié. Si on s'alimente bien, c'est pas juste la santé mentale qui va mieux, c'est notre santé générale qui va mieux. Donc, c'est... Là, j'ai abordé la santé mentale, mais ça aurait pu être une panoplie d'autres sujets. Il y a une donnée que vous avez mentionnée dans votre conférence que moi, j'ai retenue, c'est que des études avec un groupe témoin et des gens qui souffrent de dépression profonde sur lesquels les médicaments agissent mal, agissent peu. Il y a eu des tests où on a fait un groupe témoin avec une nourriture, une alimentation plus végétale, plus saine, et un groupe qui était à une alimentation normale. Et on a donné quand même un résultat très probant d'un tiers de ces personnes-là en quelques semaines. En l'espace de 12 semaines. Qui avaient des gains importants. Alors, c'est très... Ce qu'appelle l'étude en question, ça s'appelle le SMILE Trial. OK? Donc, c'est une étude qui avait été faite. Puis, tu sais, on commence à avoir des études cliniques randomisées parce que ça, c'est des cliniques, c'est des études de haut niveau, là. Donc, on commence à en avoir de très bonnes, là. Mais il y en a de toutes sortes. Il y a des études prospectives, il y a toutes sortes d'études qui démontrent de plus en plus. Il y en a une très récente qui est sortie en février qui démontre qu'une alimentation végétale peut transformer de bonne qualité avec beaucoup de fruits, légumes, des légumineuses, des noix, améliore les symptômes de dépression. Donc, ça doit faire partie du plan de traitement. Souvent, c'est mis de côté l'alimentation. On dirait qu'on ne prend pas ça assez au sérieux. Vous avez... oui, allez-y, Guy, peut-être? Non, c'est bon, allez-y. Écoutez, vous avez évoqué un concept qui était un peu surprenant, la psychiatrie nutritionnelle. Donc, c'est en train de se développer, c'est à venir. Où en est-on là, dans la profession, les psychologues, les psychiatres? J'ai découvert, moi, des scientifiques qui font de la recherche là-dedans. Et c'est ça, moi, c'était nouveau pour moi. Je ne savais même pas que ça existait, la psychiatrie nutritionnelle. Et il y a de plus en plus, il y a même des fondations qui se sont créées de psychiatrie nutritionnelle. Donc, dans le fond, c'est juste de montrer qu'il y a un lien entre notre état mental et l'alimentation. Il y en a de plus en plus des scientifiques qui se spécialisent de ce côté-là. Et moi, je suis très heureuse de ça, là. Écoutez, oui, est-ce que ça va faire évoluer aussi la pratique des nutritionnistes elles-mêmes? Bien, écoutez, comme disait René, on va espérer que ça rentre de plus en plus dans les programmes universitaires et tout, mais normalement, la science évolue à grande vitesse, là. Il y a des dizaines de milliers d'études qui sortent à chaque année sur la nutrition. Donc, moi, je trouve que les professionnels doivent être mis au courant de toutes ces belles recherches-là. Et nous, après, c'est notre rôle de transmettre ça à la population. Et malheureusement, ben c'est ça, la population est très peu informée. Madame Frappier parlait d'éducation à l'école. René et moi, c'est quelque chose qu'on partage depuis... moi, ça fait 32 ans là, que je suis nutritionniste et ça fait très longtemps que je connais René. Puis on a toujours eu ça en commun, René et moi, de dire pourquoi on ne fait pas des cours de nutrition à l'école. La population n'est pas informée. Puis c'est à l'école que ça se passe parce qu'on ne veut pas que ce soit juste les gens plus fortunés qui aient accès à une éducation. On veut que toute la population, et c'est à l'école que ça se passe. Parce qu'à l'école, on éduque tout le monde. Et moi, je pense que ça doit faire partie du cursus à l'école. Puis on pourrait commencer très jeune. Là. En maternelle, on pourrait montrer aux jeunes comment... on pourrait même faire du bricolage avec des légumineuses pour leur montrer toutes les formes et les couleurs. Et déjà, ils seraient comme initiés à c'est quoi une légumineuse. Après ça, on monte de niveau. On leur explique l'importance du microbiote. Tu sais, il y a tellement de notions importantes à savoir en nutrition et malheureusement, la population n'est pas assez informée pour être capable de faire des choix éclairés. Pour moi, il faut comprendre le pourquoi des choses. Madame Frappier mentionnait aussi qu'au niveau des ordres professionnels, on peut penser aux psychiatres, aux psychologues, il y a peut-être une résistance ou un manque d'information
pour se mettre à l'ordre du jour. Entre autres, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, dans une équipe soignante, dans une personne qui a besoin d'aide au point de vue de la santé mentale, qu'il y ait des nutritionnistes qui fassent partie des équipes soignantes pour justement amener au niveau du traitement, du curatif? Ben écoutez, si on met plus de légumes dans la diète de la personne, peut-être qu'on va être obligé de lui donner moins de médicaments chimiques. Ben oui, ce serait une excellente idée. Pour ça, moi, en faisant ma revue de littérature, j'ai tombé sur des études qui disent justement la nutritionniste doit faire partie des équipes. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans les hôpitaux, je sais pas où on en est présentement, mais j'espère que des nutritionnistes qui commencent à être intégrés dans les plans de traitement, mais c'est souhaitable, ça, sans aucun doute. Oui, Guy, est-ce que... Oui. Mais oui, effectivement, je pense que c'est d'autant plus... Vous aviez souligné effectivement les préoccupations croissantes en matière de santé mentale à la suite de la COVID. En même temps, on s'est beaucoup interrogé sur les questions d'alimentation, de réseau, d'approvisionnement, etc. On a l'impression qu'on a une conjoncture relativement favorable pour saisir ça ensemble de manière coordonnée, de manière intégrée. Oui. Pouvez-vous préciser? On vient de vivre une période où on a à la fois souligné la gravité croissante des problèmes de santé mentale liés à la COVID, liés aussi au contexte d'incertitude dans lequel on se trouve. Oui, vous voulez dire, dans le fond, on a eu des fois... On a l'alimentation comme préoccupation. Alors là, on a tout ensemble maintenant. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, avec la COVID et tout, on s'est rendu compte que, dans le fond, ça serait bien de pouvoir produire notre nourriture, être plus autosuffisant, hein, de produire plus localement, de ne pas avoir besoin des aliments qui viennent de l'extérieur. C'est sûr qu'on va toujours en avoir besoin, mais d'être un peu plus autosuffisant, de produire plus localement. On sait que là, moi, je sais pas mon expertise tant que ça, mais tout au niveau des engrais chimiques, on a eu ça commence à être plus problématique. Donc, si on peut commencer à cultiver sans avoir recours à des engrais chimiques, ben ça va être mieux. On est moins dépendant à ce moment-là des ressources qui viennent de l'extérieur. Parce que, dans le fond, comme disait Mme Frappier, l'agriculture, l'important, c'est d'enrichir nos sols. Plus notre sol est riche, moins on a besoin de produits externes pour venir Madame Roy, votre conférence que j'apprécie énormément, vous avez donné beaucoup d'exemples, beaucoup de trucs. Les antioxydants, les anti-inflammatoires. Évidemment, dans notre cadre de notre émission, on ne peut pas rappeler tous ces bons trucs-là, puis quel produit peut faire tel effet sur la santé mentale. Mais je pense qu'en terminant, peut-être, vous aviez mentionné lors de la conférence que pour avoir accès à l'information, il y aurait le fichier canadien des aliments nutritifs. Oui. Est-ce que c'est vraiment le bon conseil qu'on peut donner en terminant pour s'y retrouver, pour quelqu'un qui voudrait le faire, ce régime-là, bon pour sa santé mentale? Ah, ben là, encore là, c'est d'être informé. Le guide, le fichier canadien, c'est une banque de données. Hein, on peut aller vérifier c'est quoi la valeur nutritionnelle des aliments. On met le nom de l'aliment et ça nous donne la valeur nutritionnelle. Moi, je m'en sers pour aller voir justement c'est quoi les sources, par exemple, de vitamine B9, des folates, hein, parce j'en ai parlé pendant la conférence que comment la vitamine B9, c'est-à-dire les folates, c'est important. Je m'excuse, Mme Roy, on ne peut qu'inviter les gens à aller au sommet, au salon, à aller écouter votre conférence. Je pense qu'on s'en porterait tous mieux de suivre vos conseils. Alors, merci beaucoup. C'était tout le temps qu'on avait. On aurait pu continuer, mais malheureusement, on doit s'interrompre. Merci encore. Ben, c'est excellent. Ben, merci d'avoir mis ce sujet-là sur votre liste. Merci. Merci à vous. On accueille tout le monde au salon, à l'Expo. Merci.
D'accord. OK. Bon, je regrette quasiment d'avoir fait